c'est un sujet austère et qui montre que l'ophtalmologie, comme les autres disciplines, eh bien, s'adresse à des vrais malades et des malades parfois très très lourds. La dernière présentation sera faite par le professeur Éric Souillède, qui est chef de service au CHU de Créteil et à l'intercommunal de Créteil. Le professeur Souillède a une grande notoriété internationale et la Power List de la revue The Ophthalmologist le classe parmi les 100 ophtalmologistes les plus influents au monde. Donc nous sommes un petit peu le Davos de l'ophtalmologie aujourd'hui en ayant quelqu'un d'extrêmement important, mon cher Eric. Merci de nous accorder de votre temps pour nous éclairer sur la déméla et la place de la chirurgie, la place éventuelle de la chirurgie. Merci, cher maître, pour cette introduction. Un grand merci également au professeur Laurent. Alors, la question qui m'a été posée, c'est: reste-t-il une place pour la chirurgie de la DMLA? Si mes conflits d'intérêt, la DMLA... Alors, un bref rappel pour le professeur Laroche sur la DMLA. Qu'est-ce que la DMLA? La macula est le centre de la rétine, le point de fixation qui sert à lire, écrire, fixer. Il permet donc la reconnaissance des détails, la lecture, l'écriture, tout ce qui est en face de notre acte visuel, nous l'utilisons en permanence. La DMLA est une maladie chronique qui se définit par une évolution assez rapide, invalidante. Elle débute à partir de l'âge de 50 ans, elle atteint de manière sélective la macula en provoquant une dégénérescence des cellules visuelles rétiniennes. C'est la cause principale de cécité dans les pays industrialisés. Plus de 1,6 million d'individus sont atteints en France et un individu sur 3 après 75 ans. Vous voyez que son incidence est assez comparable à la plupart des cancers fréquents. L'origine est multifactorielle, essentiellement génétique, l'imputabilité génétique pour plus de 80%, mais également des facteurs de risque environnementaux, essentiellement alimentaires et le tabac. Alors voilà comment ça se présente quand on regarde l'hôpital Henri Mondor, par exemple. Peu à peu, on trouve qu'il est de plus en plus jaune, puis on a un aspect artistique et apparaît enfin. Alors regardez Anything, ici. Ce qui apparaît avec le temps, c'est d'abord un petit doute. Est-ce qu'il est bien écrit? Est-ce qu'il n'y a pas une petite torsion? Puis le doute se confirme, et puis au fur et à mesure du temps, on se dit que finalement, non, il y a quelque chose qui ne va pas, et il faut consulter rapidement avant que la tâche apparaisse, avant que la tâche soit de plus en plus grande, ou qu'il devienne trop tard pour espérer une récupération visuelle. Il existe plusieurs formes cliniques de DMLA. Tout d'abord, les précurseurs qui ne sont pas une DMLA. Ça s'appelle la simple maculopathie liée à l'âge. Des drusènes, des petits dépôts de lipides sur la rétine, des migrations pigmentées. Jusque-là, ce n'est pas la DMLA, c'est une simple MLA. On va distinguer deux grandes formes de DMLA. La forme atrophique, dans le grand public, on parlera de forme sèche, et la forme exudative néovasculaire, que l'on appellera dans le grand public la forme humide. Alors, bien qu'il y ait plusieurs formes de DMLA, j'ai l'habitude de dire qu'il y a autant de formes différentes que de patients en France. Bien qu'il y ait plusieurs formes, le primum movens, l'origine génétique reste la même, qui peut s'exprimer d'une façon ou d'une autre, et des fois même d'un œil à l'autre, une forme différente. Et chez le même patient, on peut évoluer d'une forme atrophique à une forme exudative, ou d'une forme exudative à une forme atrophique. L'évolution est assez rapide. Ces néovaisseaux, les vaisseaux sous la rétine, évoluent d'à peu près 10 microns par jour. C'est la raison pour laquelle le temps est un facteur important. Il faut le prendre en charge le plus rapidement possible. Le facteur temps joue à 4 étapes au moins. D'abord, entre l'apparition des néovaisseaux et la reconnaissance des symptômes. La maladie est là, mais le patient ne s'en est pas encore aperçu, c'est le dépistage. La reconnaissance des symptômes et la prise de rendez-vous, c'est l'éducation du patient. Entre la prise de rendez-vous et la consultation, c'est la formation des secrétaires et du secrétariat pour dire oui, il nous appartient d'éduquer nos secrétaires pour dire oui, dès qu'il y a les premiers symptômes, donner un rendez-vous rapidement, c'est pas un rendez-vous d'une aide. Et puis le délai entre la consultation ophtalmo et le moment où on va traiter le patient, idéalement le jour même, en tout cas dans les 7 jours et pas plus. La raison aussi pour laquelle nous avons fait d'importants d'actions de dépistage et d'éducation, c'est la fameuse semaine de dépistage. C'est ce que l'on a fait, ce que j'ai initié depuis 15 ans maintenant, nous sommes à la 15e édition.
ces journées nationales macula, qui s'appellent maintenant les journées macula sur les maculopathies chroniques. Et la semaine prochaine aura lieu, à partir de lundi, la semaine d'éducation et de prévention sur les maladies chroniques de la macula. Alors, les traitements, l'historique des traitements. Eh bien, dans les années 70-80, mon maître, le professeur Koskas, avait initié en France ce traitement laser qui consiste à aller brûler, coaguler, amputer quelque part, une partie de la rétine dans l'aire maculaire, ou plus exactement ici la fovea, extrafovéolaire. Lorsque ces vaisseaux sont retrouvés à côté de la fovea et non pas rétrofovéolaire, alors on peut les traiter au laser, les coaguler, les brûler pour ne pas qu'ils grandissent. Est apparu dans la fin des années 90 un nouveau traitement, la photothérapie dynamique, où là on va assécher les vaisseaux de l'intérieur. Après avoir injecté un photosensibilisant par voie intraveineuse, une longueur d'onde qui a priori ne fait rien, lorsqu'elle est en contact avec ce photosensibilisant, va chauffer le photosensibilisant et brûler les vaisseaux de l'intérieur. Vous voyez ici sous placebo, sous vertéporphine, la photothérapie dynamique, le patient continue à se dégrader. Il fallait quand même avoir pas mal de conviction pour expliquer à un patient qui vous disait bah, écoutez, depuis que je viens vous voir, j'y vois quand même de moins en moins, leur expliquer que oui, mais ça aurait quand même été pire si vous n'étiez pas venu. Donc à un moment donné, il fallait quand même vraiment expliquer aux patients, il fallait une certaine conviction, mais de toute façon, on n'avait pas vraiment de traitement à cette époque-là. Puis ils sont apparus. Est apparue l'ère des anti-VEGF. Je me souviens d'un moment émouvant, le 30 août 2006, où j'avais fait la première injection de ranibizumab à un patient en France, c'est quelque chose. On a vécu ce changement, ce bouleversement, une nouvelle ère thérapeutique. On est passé du stade de maladie incurable à maladie chronique. On peut enfin soigner nos patients. Et non seulement on a inversé la tendance, c'est-à-dire qu'en moyenne les patients se dégradaient sous photothérapie dynamique, mais en moyenne, cette fois, les patients, ce sont les courbes oranges, s'amélioraient. Et on avait en salle d'attente les premiers patients traités qui disaient j'y vois mieux, et puis les autres patients qui disaient non, enfin, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi je veux ce traitement. Moi aussi je veux comme l'autre, et c'était sous forme d'ATU à l'époque, il fallait remplir tout un dossier pour avoir le droit, pour au moins un des deux yeux, à ce traitement. On a vécu ce moment formidable qui permet dans 95% de stabiliser l'acuité visuelle, en tout cas dans la première année. Mais alors quand on dit ça, on dit aussi stabiliser, c'est bien, mais il vaut mieux stabiliser lorsque le patient a encore 8/10, plutôt que de stabiliser quand il est trop tard et qu'il n'a plus qu'un 10e. C'est du bon sens. Toute l'importance des mesures d'éducation et de prévention qui sont nées à ce moment. Dans un tiers des cas, on a même des remontées spectaculaires d'acuité visuelle. Alors certes, ça coûte beaucoup à la société, certes, ça prend beaucoup d'énergie, de temps, mais in fine, on se retrouve avec une diminution de plus de 50% de la cécité légale dans les pays industrialisés depuis l'apparition des anti-VEGF. Et dès les premières années d'apparition d'anti-VEGF, la cécité dans les pays industrialisés a été réduite par 2 depuis l'arrivée de ces molécules, quels que soient les coûts. Alors on va parler enfin maintenant de la chirurgie de la DMLA. Tout d'abord le passé de la chirurgie de la DMLA, on verra le présent et le futur de la chirurgie de la DMLA. Tout d'abord la chirurgie d'exérèse des néovaisseaux. Eh bien, à un moment donné, les néovaisseaux, lorsqu'on ne connaissait pas encore l'étiologie, l'origine génétique, étaient considérés comme des mauvaises herbes qui poussaient là où il ne fallait pas. Et puis McMer s'est dit bon ben, allons les chercher. On soulève la rétine, on met une petite pince et on va arracher le bouquet de néovaisseaux. Une vision un peu simplistique, certes. La technique a été améliorée un peu plus tard par Thomas et Kaplan avec les progrès de l'instrumentation chirurgicale. Les instruments étaient globalement un peu plus fins. Ça ne pouvait s'appliquer que pour les néovaisseaux de type 2, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus de l'épithélium pigmentaire. Ceux qui sont en dessous de l'épithélium pigmentaire, on ne peut pas aller les chercher sans détruire tout l'épithélium pigmentaire. Une des difficultés, c'est que il n'y a pas de néovaisseau de type 2 sans type 1 sans que ça vienne au départ, puisque la néovascularisation s'appelle néovascularisation choroïdienne. Au départ, les néovaisseaux viennent de la choroïde. Bien souvent, ça laissait derrière soi une lésion atrophique, c'est-à-dire que l'on n'enlevait pas vraiment le néovaisseau, on enlevait la fibrose qui était avec le néovaisseau. La lésion atrophique s'agrandissait et il y avait un risque de récidive assez important. Vous voyez ici une lésion néovasculaire avec une hémorragie qui laissait place à une tache d'atrophie qui était au moins aussi importante que la lésion initiale.
avant et après la chirurgie. Donc cette chirurgie consiste à faire une petite bulle sous la rétine. Vous voyez la lésion qui est en fait déjà pigmentée, déjà fibreuse, et ce que l'on va enlever là, c'est le néovaisseau de type 2 qui est déjà fibrosé. Une petite pince, et on l'enlève comme on enlèverait une mauvaise herbe. Alors ça, c'est le cas qui se passe plutôt bien. Il y avait des fois où en enlevant le pédicule, ça se mettait à saigner abondamment. Il y avait des fois où il n'y avait pas que cette membrane fibreuse qui venait avec, il y en avait beaucoup plus qui venait avec. Bon, vous l'avez compris, ça a été assez vite arrêté, les résultats étaient plutôt décevants. Autre chirurgie de la DMLA du passé, la translocation maculaire. Qu'est-ce qu'une translocation maculaire? Le but est de créer un décollement de rétine, de modifier la conformation de l'œil pour avoir une rotation des tissus choroïdiens et de la sclère, et de repositionner ensuite la rétine. Et donc la macula va se retrouver déplacée par rapport à l'adénovaisseau. Je m'explique. Vous voyez ici le patient qui a l'adénovaisseau sur la fovea. Eh bien, en déplaçant l'aire de la fovea, les néovaisseaux vont se retrouver extrafovéolaires. Ça, c'est la rétine. Hop. Ici, la rétine neurosensorielle. Et ici, les néovaisseaux qui se sont retrouvés déplacés. Mais pourquoi les déplacer? Les déplacer pour pouvoir ensuite les traiter au laser. C'était l'étape initiale pour pouvoir aller les déplacer et ensuite, lorsqu'ils sont extrafovéolaires, aller les traiter au laser. Alors, les premières translocations maculaires étaient assez sportives. C'était des chirurgies qui duraient 7 heures, des fois 12 heures, où on faisait une rétinotomie entière. On découpait toute la rétine, elle était soulevée, donc ça ressemblait à une grande méduse flottante. On essayait, pendant ce temps-là, de repositionner par une chirurgie essentiellement musculaire, de repositionner l'ensemble du globe et de recréer, ensuite de réappliquer la rétine avec pas mal de lasers. Le taux de décollement de rétine et de prolifération vitréo-rétinienne était assez important. C'est la raison pour laquelle De Jean a imaginé en 1999, et nous avions envoyé un chirurgien de service, le docteur Agnès Glacé-Bernard, pour acquérir cette technique immédiatement. Donc dès 1999, on a pu les faire aussi en France, des translocations limitées. On décolle la rétine, on fait un simple raccourcissement, ici, un simple raccourcissement, et ça suffisait finalement à avoir, certes, un moindre déplacement, mais un déplacement suffisant pour pouvoir ensuite faire du laser. Donc décollement de rétine, échange fluidaire. Les avantages, c'est moins de complications post-opératoires, un temps chirurgical diminué, une anesthésie locale était possible, et puis pas de cyclotension post-opératoire. Les inconvénients nécessitaient d'un positionnement strict dès le réveil, et c'est la raison pour laquelle on essayait de ne pas endormir les patients, un déplacement moindre, et puis une variabilité du déplacement qui n'était pas toujours prévisible. Vous voyez ici les étapes clés, donc ce raccourcissement scléral chez le patient, après avoir créé un soulèvement de la rétine, cette fameuse bulle, un décollement de la rétine, bulle de DSR qui va devenir un décollement rétinien, par une canule 40 gauche, le raccourcissement scléral qui va donner cette modification de la conformation du globe, et puis ensuite une réapplication par un échange fluidaire. Alors ça a donné quelques success stories, quelques cas mannequins. Ils n'étaient pas tous aussi beaux que celui-ci. Vous voyez ici une très grande lésion, on aurait pu penser que c'était déjà trop tard. Finalement, le déplacement a permis de pouvoir avoir la fovea en dehors de l'aire des néovaisseaux qui a pu être traitée au laser, avec une vision certes limitée, mais qui lui permet d'avoir une vision de lecture tout à fait satisfaisante. Donc quelques success stories ici sur une rupture de la membrane de Bruch, avec des néovaisseaux qui sont déplacés à l'aire par rapport à l'aire fovéolaire. Quelques complications à type de pli rétinien. Lorsque le décollement de rétine se remettait en place, il a pu avoir des plis de la rétine qui passaient justement par la fovea, qui était tout aussi embêtant, et là recréer un nouveau décollement de rétine de façon à déplisser la rétine et remettre les choses en place. C'était aussi une possibilité. Alors bien entendu, on a eu tendance à montrer les plus belles histoires. Ça peut avoir encore quelques indications chez le myope fort. Ça a été abandonné dans la DMLA depuis l'arrivée des anti-VEGF. Les greffes d'épithélium pigmentaire, là encore, c'est une technique qui a été abandonnée. Il s'agit de prendre un morceau d'épithélium pigmentaire en périphérie de la rétine, le mettre derrière la zone fovéolaire, comme s'il suffisait de mettre l'épithélium pigmentaire pour que tout fonctionne. En pratique, nous observions simplement de grandes plages d'atrophie. Le greffon ne durait pas très longtemps
et puis l'atrophie grandissait. Ça n'a pas permis d'amélioration fonctionnelle chez les patients. Les télescopes implantables. Alors, on peut les mettre dans le passé, dans le présent, parce qu'il y a encore une boîte qui continue là-dessus, mais l'idée est de magnifier l'image au niveau de la fovea. Et il reste encore quelques cellules visuelles, donc effectivement c'est un peu comme un télescope. Il y a plusieurs difficultés. Une des premières difficultés, c'est qu'il peut arriver que ce télescope touche un petit peu l'endothélium et abîme ce qui reste de précieux dans l'œil, c'est-à-dire la cornée. Une autre difficulté, c'est qu'il faut une sacrée éducation du patient. Donc il faut entraîner une équipe d'orthoptistes, et ça met du temps, qui va ensuite, une fois qu'elle va être entraînée, pouvoir faire l'éducation du patient. Et puis, la difficulté principale, c'est que tout étant focalisé sur la fovea, le champ visuel périphérique disparaît. Et c'est finalement tout ce qui marchait bien chez ces patients, qui leur permettait une déambulation. Bon, vous l'avez compris, là encore, ça a été abandonné. Alors aujourd'hui, la chirurgie de la DMLA se limite à la chirurgie des hématomes maculaires. L'hématome maculaire, c'est un événement grave. C'est un événement qui annonce la perte de la fonction visuelle centrale dans la grande majorité des cas. Dès le départ, le patient a moins d'un dixième. Il y a des facteurs de risque comme vascularopathie polypoïdale, anticoagulants, antiagrégants, hypertension artérielle. Dans des formes avec décollement de l'épithélium important, il peut être inaugural dans à peu près 10% des cas. Un des travaux principaux aujourd'hui, on mène une thèse actuellement là-dessus, qui va être présentée bientôt, c'est d'identifier les facteurs de risque prédictifs pour avoir un suivi différent chez ces patients. Sur la base de l'OCT-angiographie, par intelligence artificielle, identifier des facteurs prédictifs de ces hématomes, de ces événements gravissimes. Gravissimes parce que la fibrine se forme très vite. Les lésions deviennent rapidement irréversibles. Et on estime qu'au bout de 7 jours, il y a peu de chances de récupération. Le fer est lui-même toxique pour les cellules d'épithélium pigmentaire. Alors le principe du traitement, c'est déjà de déplacer l'hématome, donc il faut qu'il soit encore mobile, et l'associer à des anti-VEGF, pour éviter que ça ressaigne par-dessus, donc un déplacement pneumatique du sang lysé en dehors de la fovea. Il faut absolument que l'hématome soit formé dans les 48 heures, mais au pire dans les 8 jours, pas plus. Après, il n'y a aucune chance de récupération, avec une atteinte rétrofovéolaire. Et puis on va peser les indications en fonction de l'œil contralatéral, de la possibilité de positionnement face vers le sol. Est-ce qu'on peut arrêter ou pas les anticoagulants, sinon c'est pas la peine de faire ça. Ici, une bonne indication du sang, peut-être pas déjà fibreux, rétrofovéolaire, et on peut imaginer une bonne indication. Ici, une mauvaise indication. Vous voyez qu'il y a une petite épargne au centre, juxtafovéolaire. En déplaçant, il y a forte probabilité que tout soit atteint par le sang rentre dans cette zone, et puis surtout, c'est déjà fibreux. On ne va pas obtenir grand-chose. Alors, quel protocole proposer chez ces patients? Alors, soit un gaz intravitréen, pour certains, mais simplement du gaz dans l'œil, expansif, le patient se positionne tête vers le bas, et le gaz va refouler le sang qui est au fond de la rétine. Une phacoémulsification également, dès qu'on met du gaz, bon, on peut proposer de mettre une phacoémulsification. Une injection de fibrinolytique, comme c'est le cas ici, dans le vitré ou sous la rétine, par une canule 40 gauche. On va insuffler un soulèvement de la rétine, puis des fibrinolytiques qui vont permettre une meilleure mobilisation de ce caillot. Le positionnement post-opératoire, face vers le sol ou en position droite orthostatique. En pratique, on garde la position face vers le sol, et les traitements anti-VEGF associés, pour certains seuls. Pour certains, dans certains cas, on va faire seulement un traitement par anti-VEGF chez ces patients. Donc les résultats sont très contradictoires, il y a de très nombreuses études, c'est la raison pour laquelle le professeur Catherine Creusot-Garcher mène actuellement une étude multicentrique en France pour ces hématomes prospectives. Donc vous l'avez compris, plusieurs approches chirurgicales, efficacité anatomique, risque de complications. Il faut surtout savoir quand ne pas traiter. Quoi qu'il en soit, on poursuit les anti-VEGF et ne pas oublier, si c'est arrivé sur un œil, ça peut arriver sur l'autre, d'observer l'œil contralatéral. On arrive au futur. Au futur de la chirurgie de la DMLA, les cellules souches, on en a un petit peu parlé.
Steve Schwartz, à UCLA, a fait un des premiers papiers sur les cellules souches. Peu de patients d'AMLA, quelques patients maladie de Stargardt, peu importe, ça reste une atrophie maculaire. Là, on parle de la DMLA sèche atrophique pour laquelle il n'y a pas de traitement. Le but est de mettre des cellules souches en espérant une régénération. Les cellules souches embryonnaires, les stem cells, embryonic stem cells, dans un des travaux les plus avancés est d'induire un soulèvement de la rétine, de mettre une lame de stem cell en rétrofovéolaire, on simplifie. Vous voyez ce que ça donne, sujet 1, sujet 2, sujet 3, avant et après, avec la lame de cellules souches embryonnaires qui est située dans la zone fovéolaire. Alors ce qu'on en sait, c'est qu'il y a effectivement une restauration de la membrane limitante externe au-dessus de la lame des cellules souches, c'est déjà un plus. Restauration de la membrane limitante externe, avec, pour quelques cas, pour quelques patients, une amélioration de l'activité. Enfin, dans la chirurgie du futur, l'œil bionique, les tout premiers ont été les prothèses Argus Second Sight. Il s'agit d'une stimulation électrique sur la rétine qui va ensuite déclencher un influx électrique vers le cerveau, vers le cortex. Cette prothèse Argus a déjà un marquage CE. Il s'agit d'une chirurgie acceptable de 4 heures, qui n'est finalement pas très longue et qui peut être encore raccourcie. Les premiers travaux ont été faits sur la rétine pigmentaire. La prothèse Prima est actuellement celle qui est la plus prometteuse, avec un implant sous-rétinien sans fil, un influx qui est transmis donc de la caméra vers l'implant, une puce photovoltaïque de 2 mm de diamètre et 30 microns d'épaisseur, 378 électrodes, une mini caméra montée sur des lunettes, les images sont analysées dans un ordinateur de poche et c'est un stimuli en infrarouge qui, à haute intensité, qui va être transmis à cette prothèse. Alors bien entendu, plus il y a de pixels et plus haute sera la résolution. Aujourd'hui, on en est là, entre ces deux images. Voici le principe de ces prothèses. Un influx fort va être transmis à la prothèse, ce qui va générer un signal électrique qui sera ensuite interprété par le cerveau. Les patients sont dépendants de caméras qui peuvent être plus ou moins fines. Ici, c'est un prototype, l'une des caméras les plus fines. Donc, il faut donc des lunettes avec l'effet miroir qui va projeter l'image vers l'implant, une source lumineuse en infrared qui va ensuite être projetée au fond de l'œil sur la puce, qui va redonner un signal électrique qui sera retransmis via le nerf optique. Ici un schéma simplistique mais très clair sur la prothèse. Donc, intervention chirurgicale, un soulèvement de la rétine après avoir effectué une vitrectomie. Soulèvement. On introduit par un petit dispositif la puce photovoltaïque. Alors en France, l'équipe la plus avancée, c'est le docteur Yannick Lemaire en France qui fait ça au 15-20 et surtout à la Fondation Rothschild. Dans le cadre d'une étude multicentrique où nous sommes plusieurs centres recruteurs et les interventions sont faites à la Fondation Rothschild. Donc il s'agit d'une chirurgie qui est moins invasive que les précédentes encore, puisque nous plaçons simplement sous la rétine ces petites puces, avec un dispositif qui a été créé pour cela. Première étape, la bulle sous-rétinienne. Deuxième étape, la rétinotomie. Puis la sclérectomie pour pouvoir insérer ce dispositif. Poser le dispositif dans l'œil. Positionnement de l'implant. Et la vérification et éventuellement le déplacement, parce que la prothèse doit être bien sûr en zone rétrofovéolaire, en face de la vision, c'est le cas de la mettre sur le côté. Ici un patient qui arrive à lire quelques lettres. Voilà, N. O. Z. Encore très fluide, mais là encore, ce sont des approches prometteuses au fur et à mesure de
l'avancée de cette technologie, la pixelisation va augmenter. Dans le tout premier, c'était vraiment très grossier. Les patients distinguaient à peine le blanc du noir. Ils voyaient à peine s'il faisait jour ou pas. Chez des patients qui étaient complètement dans le noir. On va passer là-dessus. Donc, l'étude PRIMA, actuellement, José Celle aux États-Unis, à Pittsburgh, en France, Yannick Lemaire, pour la chirurgie, et la liste des centres qui participent à cette étude. Je vous remercie. Merci Eric pour ce remarquable panorama de la DMLA. Depuis l'époque où on ne faisait rien, à l'époque actuelle où on fait des êtres augmentés finalement grâce à un approche chirurgicale d'éléments informatiques. Est-il des questions dans l'Assemblée? Oui, bonjour. Alors, deux questions. D'abord, y a-t-il une compétition technologique entre les cellules souches et les implants justement homogènes, ou est-ce que ce sont deux applications complètement différentes? C'est la première question. La deuxième question, c'est quand les injections intravitréennes sont remplacées par d'autres méthodes, disons, d'administration du produit. Alors oui, il y a une compétition entre toutes ces approches. Je n'ai pas parlé de la thérapie génique, qui elle aussi se fait par voie en injection. Il y a une vraie compétition et on ne sait pas lesquelles vont arriver les premières et lesquelles finalement seront les plus utilisées. Personne aujourd'hui peut prédire ça. Par affinité, j'ai longtemps beaucoup pensé que la thérapie génique était la solution. Bon. Au détriment des puces qui... Une des difficultés pour les puces rétiniennes, c'est que lorsque la première boîte a mis la clé sous la porte, les patients sont retrouvés dans l'œil avec un dispositif qui ne fonctionnait plus. Et ils avaient dans l'œil juste un matériel à enlever, et c'était fini. Donc il faut faire attention aussi à ces startups qui promettent beaucoup de choses, et ils sont vraiment dépendants des patients qui ne pourront pas avoir de chirurgie pour d'autres choses. Sur les cellules souches, c'est une voie aussi très prometteuse. Lesquelles vont finalement être le gold standard dans 10 ans? Une histoire de conviction. Je parlerai sur la thérapie. Oui, on a fait ce matin une nouvelle réunion sur l'accès aux innovations en chirurgie. C'est un peu en marge de votre indication, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment un anticancéreux s'est mis à traiter des malades une maladie d'ophtalmo? Pourquoi il y a quelqu'un qui a été prendre ça et le mettre dans l'œil? Finalement, oui, c'est la question. Alors, c'est parti du fondamental. Recherche fondamentale, on s'est rendu compte qu'il y avait une croissance anormale des vaisseaux. Bon, pourquoi est-ce qu'ils grandissent? On a étudié plusieurs facteurs de croissance et un qui revenait souvent était le VEGF. Il y a aussi le PDGF qui revient souvent, il y en a d'autres, mais le VEGF revenait assez souvent dans les analyses in situ et les prélèvements. Alors à partir de là, des boîtes se sont dit peut-être qu'on pourrait faire des anti-VEGF. Il se trouve que ça a commencé à exister et l'Avastin, qui est la molécule mère, le même laboratoire a fait une molécule plus raccourcie avec juste la partie AV, le fragment AV, et a fait des essais pour l'injecter dans l'œil, ça marchait très bien. En fait, le tout premier, ça n'a pas été le ranibizumab, le tout premier a été par Pfizer, son nom m'échappe, toute première molécule c'était Pfizer qui avait le Macugène, avec déjà des résultats très prometteurs, mais qui n'avaient rien à voir avec le ranibizumab. Maintenant, il y a 3 molécules sur le marché. Voilà comment les anti-VEGF. Alors, Phil Rosenfeld aux États-Unis, c'est pas démonté. Lui, il a dit bon, au lieu de prendre la molécule qui est vendue à prix d'or, on va prendre celle qui est faite pour les cancers digestifs, on va l'échelonner et on va appeler ça l'Avastin, et on va le mettre dans une petite seringue, on va l'injecter dans l'œil. Les résultats sont les mêmes, ça marche tout aussi bien. Et en 2 mots, le process a duré combien de temps entre la découverte fondamentale, si j'ose dire, 10 ans. Et la mise sur le marché? 10 ans. 10-12 ans. C'est quand même assez rapide. 10-12 ans, par exemple, là, on est sur la voie de la cascade du complément à partir de la génétique, sur la voie des lipides aussi, depuis la POE, fameuse. Il y a aussi d'autres voies pathogéniques qui permettent d'entrevoir des nouvelles approches thérapeutiques dans la DMLA. Merci. Et si je comprends bien, c'est le laboratoire qui a eu l'idée, c'est pas un ophtalmologiste ou un oncologue. Ils n'ont pas eu l'idée, ils ont pris l'idée. Puisque les découvertes ont été faites sur le VEGF par des labos.
Oui. D'accord, mais ensuite Pour l'exploitation. l'utiliser dans l'œil, c'est le labo qui y a pensé. Non. Je suis pas sûr. Vous savez, Non, ce parce sont que des c'est- parts des startups qui fonctionnent avec des universités. Les startups se font racheter ensuite par des gros labos. Non, parce que c'est très intéressant sur le plan théorique, à savoir l'innovation est-elle technologique, est-elle médicale, quel est l'œuf, quelle est la poule. Et c'est très souvent, nous voyons ici des innovations à l'académie, qui sont des innovations chirurgicales, qui ont suivi le progrès technologique, qui n'ont pas précédé, ni même innové celui-ci. Il manque quelque chose en France pour que l'INSERM puisse développer de telles molécules. Il y a un savoir-faire. Il y a un moment, ça a été des études Malcaz ou des études françaises, de mettre en évidence le VEGF comme un facteur causal. Mais ensuite, l'exploitation de ça, effectivement, il y a eu un vrai savoir-faire des industriels. Merci beaucoup. Oui, Oui, question. Est-ce que les patients qui reçoivent la puce postérieure rétinienne ont-ils encore une petite vision résiduelle latérale? Alors, ils gardent s'ils ont une vision périphérique, ils la gardent. En fait, ce process est un process on-off. Il faut allumer la caméra, allumer le dispositif pour qu'ils puissent voir. On l'éteint, ils n'y voient plus. Et dès qu'ils allument, ils peuvent voir les lignes au centre. Dès qu'ils l'éteignent, ils retrouvent leur vision périphérique. merci beaucoup à tous. Je vais donner la parole à Laurent pour la conclusion. Vous avez donné une excellente séance avec de remarquables présentations sur tous les sujets modernes en cours dans l'ophtalmologie. Laurent, je te donne la parole. Bien, merci Philippe, merci cher Président. Je remercie sincèrement les intervenants aujourd'hui de nous avoir fait ce panorama de l'ophtalmologie qui montre que notre discipline est véritablement à l'avant du mouvement médical et chirurgical. Cette petite spécialité que j'évoquais tout à l'heure et qui était brocardée par nos aînés, eh bien, clairement, fait l'objet maintenant d'une certaine admiration, sinon d'une certaine envie. D'une part, nous avons su, et l'exemple d'Éric Souillède, du transfert d'un savoir extra-ophtalmologique vers l'ophtalmologie et l'illustration de la nécessaire hybridation des cultures. C'est certain que en décloisonnant, eh bien, on progresse. Et je dirais que les progrès sont encore nombreux à faire, mais nous sommes passés véritablement dans une nouvelle dimension. Voilà, encore merci aux intervenants, merci aux participants à cette séance, qui n'est pas ophtalmologistes ont pu entendre des mots barbares qui n'entrent pas dans le corpus du vocabulaire habituel des facultés de médecine. En tout cas, aujourd'hui, on essaye de le faire rentrer, mais il y a encore quelques années, c'était des mots qui étaient encore inconnus. Voilà, merci et à très bientôt. Merci beaucoup.